interview choc de Robert Kennedy Jr. D'abord, il parle des oppositions contre lui, parce que Tucker Carlson lui demande. Alors la principale, il dit, c'est celle qui vient, je cite, des grands médias. Avant même, dit-il, les proxys de l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique lui met des bananes, des pots de bananes, on l'imagine, sur la route, mais c'est vrai qu'il dit les grands médias sont les premiers ennemis. Il va parler notamment du système des journaux scientifiques juste après. Et puis il dit les démocrates, le parti démocrate. Et il en vient pourtant. Il dit ils étaient le parti anti-guerre, ils sont devenus le parti de la guerre. Ils étaient le parti critique de la CIA, ils sont devenus totalement liés à la CIA. Il était le parti, d'ailleurs, cette expression, ils sont maintenant le parti de la censure. Fin de citation. Alors, la bombe qu'il lâche d'abord sur l'histoire de l'autisme. Écoutez bien, je cite Robert Kennedy Jr., ministre américain de la Santé et des Services sociaux. En 1999, dit-il, les CDC, donc les autorités sanitaires américaines, ont fait une étude comparant un groupe vacciné et un groupe non vacciné avec une équipe de scientifiques sous la direction du scientifique belge Thomas Verstraeten. Il ajoute, ils ont comparé les enfants ayant reçu le vaccin hépatite B pendant leurs 30 premiers jours de vie à ceux qui ne l'ont pas reçu ou qui l'ont reçu plus tard. Ils ont constaté une hausse de 1135% de l'autisme chez les vaccinés. Ça les a choqués, ajoute-t-il. Ils ont gardé l'étude secrète. Il ajoute que depuis, plus de 100 études scientifiques indiquent le même lien avec l'autisme. Vous avez entendu cette étude, 1135%. Alors il dit, nous allons rendre pour la première fois les données publiques, toutes les données publiques. Et il ajoute, des scientifiques indépendants sont en train de regarder tout ça à nouveau et on aura sûrement une réponse d'ici le mois de septembre, donc juste après les vacances. De l'histoire des experts. Alors il y a cette phrase, mais c'est très juste parce que c'est philosophique. Il dit, nous devons cesser de croire les experts. Il dit, les croire, ce n'est pas une marque de science, dit-il, c'est une marque de religion ou de totalitarisme. Il faut vérifier par soi-même. En gros, ce qu'il dit, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est un expert qui vous le dit à la télévision que c'est forcément vrai. Vous devez faire revérifier les choses. C'est ça un vrai responsable. Et faire donc de la vraie science. Il ajoute, nous allons tout publier en transparence. Et il parle du problème des journaux, des publications scientifiques. Vous savez, style Lancet. Il dit, les journaux scientifiques ne publient rien qui va contre les vaccins. Il y a trop de pression sur eux. Ils sont financés par l'industrie pharmaceutique. Il explique le système, en fait. Il dit, les laboratoires pharmaceutiques vont utiliser ces journaux pour recommander des médicaments aux docteurs, en allant les voir, en leur envoyant des commerciaux. Il dit même parfois, on leur envoie des commerciaux qui sont des jeunes femmes attrayantes, dit-il, pour essayer de les séduire. Mais même au-delà de ça, les commerciaux arrivent, ils viennent avec un préprint, même une publication même pas encore forcément validée, mais du journal avec le logo, Lancet, tout ça, en disant, regardez, dans cette publication scientifique incontestable, ils vous disent que ce médicament est formidable, vous devez le recommander à vos patients ou clients. Et il ajoute, des études ont montré que 50% des revenus des pédiatres venaient des vaccins. Et vous recevez des bonus énormes quand plus de 95% de vos patients sont vaccinés. Il dit ce qu'il appelle tout un système d'incitation perverse. C'est bien de l'écrire dans le détail. Et il dit, en fait, tout ce système gagne plus d'argent en nous gardant malades. Beaucoup de gens gagnent de l'argent en nous rendant malades, dit-il même. Dans énormément d'États, de la conception à l'âge de 18 ans, un enfant va recevoir entre 69 et 92 injections aujourd'hui. Bonjour, il y a un très bel article sur France 3 Bretagne qui parle des enfants qui n'arrivent plus à courir et qui sont essoufflés au bout d'1 minute. Le souci, c'est qu'en France, il y a 300 000 enfants de 5 à 11 ans en 2021 qui ont eu une dose de Pfizer, 209 000 exactement enfants de 5 à 11 ans qui ont eu 2 doses de Pfizer et quasiment 8 000 enfants qui ont eu 3 doses. Le souci, c'est que tous ces enfants qui ont
probablement eu pour certains des myocardites ou de l'hypertension artérielle qui évolue depuis 3 ans, eh bien, sans être bien sûr dépisté ou traité, ça évolue vers de l'insuffisance cardiaque. Donc ces enfants qui avaient 5 à 11 ans, maintenant ils ont entre 8 et 14 ans. Et effectivement, ils ne peuvent plus courir parce qu'ils ont un début d'insuffisance cardiaque. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous parce que un jour ou l'autre, ils vont faire un arrêt cardiaque. Et quand ils restent assis en demandant de plus courir, c'est que en fait, ils se protègent. Donc il va falloir que des adultes se réveillent et que le monde médical se réveille pour qu'on puisse dépister tous ces enfants et qu'on puisse les soigner et les traiter parce que sinon il va y avoir une hécatombe. Mais ça fait 3 ans que j'alerte avec tant d'autres sur les conséquences des vaccins du Covid. Voilà, bonne journée. C'est pas normal, Marc, que tout projet du gouvernement du Québec, tout projet a des dépassements de coûts faramineux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, qui a raison, les amis? Est-ce que ce sont les archéologues ou est-ce que c'est les informaticiens du GIEC? À votre avis? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque romaine, il était démontré qu'il faisait plus chaud qu'aujourd'hui sur la planète, avec environ 2 degrés de plus sur l'ensemble de la planète. 2 degrés, c'est considérable. Nous, on parle d'augmentation de 0,00005 degrés. Là, on parle de 2 degrés de plus il y a 2000 piges. Qui avait raison, à votre avis? C'est vous qui voyez. Sinon, des écoliers autrichiens ont été contraints d'apprendre l'arabe pour communiquer avec leurs camarades fraîchement arrivés dans le pays. Des écoliers. On les a forcés à apprendre la langue des gens qui débarquent dans leur pays. C'est pas possible, quoi. Moi, je trouve ça dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça complètement fou. Alors que d'autres conflits font rage, on nous annonce que la guerre entre Israël et l'Iran est loin d'être terminée. Et voilà. Israël mène des frappes aériennes au Liban, l'offensive militaire à Gaza progresse et fait des morts tous les jours, et des chefs terroristes de haut rang sont éliminés. Pendant ce temps, les Russes viennent de lancer la plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis plus de 3 ans, et personne ne vous en a parlé. Et leurs troupes envahissent le territoire à un rythme effréné. Par-dessus le marché, les spéculations vont bon train quant à une possible reprise soudaine de la guerre entre Israël et l'Iran. Voilà. Donc attendez-vous à une reprise de la guerre, mes amis. Ne croyez pas que nous nous dirigeons vers la paix. Certainement pas. D'ailleurs, un responsable iranien a dit que Israël reprendra d'ici une semaine les attaques et les bombardements. Il s'appelle Ebrahim Mottaki, c'est le président de la faculté de sciences politiques de l'université de Téhéran, qui a averti à la télévision iranienne qu'Israël et les États-Unis voient le cessez-le-feu comme une occasion de se regrouper et de renforcer leurs capacités militaires. Tout indique qu'Israël, avec le soutien américain, reviendra attaquer l'Iran d'ici 1 semaine à 2 semaines et finira par une attaque militaire surprise et dévastatrice. Moi, je pense aussi. Alors, malheureusement, oui, Sergueï Lavrov a dit Macron, qui représente la banque Rothschild, et Merz, qui représente l'intérêt des BlackRock, ont perdu tout bon sens, a-t-il dit. C'est triste. Ils tentent clairement de revenir à l'époque où la France et l'Allemagne voulaient conquérir l'Europe, en particulier l'Empire russe et l'Union soviétique. Dans une interview qu'il a donnée au Zeitung, le chancelier Friedrich Merz a entonné l'air des accords de Munich en 1938, où Daladier et Chamberlain s'étaient couchés devant Hitler. Nous ne devons pas refaire une telle erreur, a-t-il prévenu. Nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Il y a assez d'argent, il ne nous manque plus que du personnel et du matériel. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Ça veut dire, mes amis, en clair. Ça veut dire en clair que le nazisme est de retour, que la Russie ne laissera pas faire. C'est tout ce que ça veut dire. Et ça veut dire qu'on va vers une guerre, une grande guerre, contre la Russie. On y va. On y va. D'ailleurs, oui, Maria Zakharova, porte-parole du Kremlin, elle a dit « Van der Leyen,
cherche à se venger pour la défaite de ses ancêtres nazis. Elle l'a dit clairement. Elle a dit l'Allemande est une représentante des revanchards européens qui cherchent à se venger de la défaite écrasante de ses ancêtres nazis il y a 78 ans. Après une longue enquête, Foreign Policy a trouvé que l'arbre généalogique de von der Leyen retrace un héritage de pouvoir et de brutalité incorporant non seulement certains des nazis les plus importants d'Allemagne, mais aussi des tortionnaires des camps de concentration. On était tellement proches. On y était. On était à Assad, ma chère. À ça, à rien. Pourquoi le cessez-le-feu? Pourquoi? Oh là là. On les avait mis à genoux, l'Iran. On les avait mis à genoux. Limite, on aurait pu conquérir l'Iran. Et l'Iran, ça serait devenu Israël. Oh. Eh ben non. On laisse faire. Non, bon, c'est pas grave. Allez, reprenez votre truc. Voilà. Et à plus tard, hein. Quand on sera en danger, on reviendra. Oh, je comprends pas ça. Après, tout vient de Dieu, tout est pour le bien. Dieu, il a le plan, il sait quand Mashiach il doit venir et tout, mais on y était. Alors, on mérite pas peut-être qu'on mérite pas. Hein. Faut qu'on fasse encore plus de tchouva, faut rien lâcher. Bezrat Hashem, il va venir vite, Mashiach. Mais purée, on y était. Mais attendez, c'est pas tout, le gouvernement ne s'arrête pas là. Il veut nous imposer alors c'est même pas des recommandations européennes, non, c'est quasiment un oukase européen. Il faut que les pays se décarbonent, non pas avec du nucléaire, mais avec de l'éolien et du photovoltaïque, voire de la biomasse. Et la France va donc être obligée de tapisser nos forêts coupées de panneaux photovoltaïques. On va continuer d'installer des éoliennes, et y compris en mer. Je rappelle qu'une éolienne en mer, c'est 35 000 tonnes de béton et d'acier pour stabiliser ce grand moulin à vent, plus évidemment des kilomètres de cuivre installés au large. Alors, la trace carbone d'un pied d'éolienne de 35 000 tonnes, c'est 50 ans d'exploitation de l'éolienne pour compenser le coût carbone du béton et de l'acier à sa base. Et la France va donc s'imposer 200 milliards d'investissements sur 10 ans, 20 milliards par an qu'évidemment nous n'avons pas. Alors ce qui est bien, c'est qu'en suivant vos comptes Twitter, on a pu apprendre que le PSG avait gagné. Mais pas qu'une enfant placée, sous notre responsabilité, était décédée sous les coups de sa famille d'accueil. Et je suis extrêmement en colère. Extrêmement en colère parce que c'est pas la première fois. Est-ce que vous êtes au courant qu'une enfant placée a été assassinée par sa famille d'accueil dans notre pays? Êtes-vous au courant, madame? Je le demande parce que depuis ce drame, je ne vous ai pas entendu parler d'elle, pas une seule fois, ni prononcer son nom. Elle s'appelait Aiden, elle avait 7 ans. Et elle est morte dans des conditions d'une violence inouïe, en état de dénutrition très avancé, le corps couvert de coups et une partie de son oreille manquante. Je suis désolée de parler crûment, mais c'est la situation de cette petite fille. Madame, expliquez-moi dans quelle société vivons-nous pour que la haute commissaire à l'enfance que vous êtes n'ait pas un mot quand une enfant placée se fait massacrer dans notre pays. Expliquez-moi dans quelle société nous vivons pour que Madame la ministre Vautrin, en charge également de l'enfance, n'ait pas non plus un seul mot pour cet enfant. Ça fait 3 ans que je suis députée, 3 ans que j'entends les mêmes discours, que j'entends les mêmes constats, que j'entends les mêmes responsables politiques nous dire on va agir. Vous n'agissez pas, vous ne faites rien, pendant ce temps-là des enfants meurent qui sont placés sous notre surveillance, sous notre protection. Il y a des enfants qui patientent parce qu'ils n'ont pas de placement et qui meurent aussi parce qu'ils patientent et qu'ils n'ont pas de placement. La protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance en particulier, aujourd'hui, elle est prioritaire, elle est accompagnée, elle est même pilotée par la ministre Vautrin elle-même et en personne. Et c'est aussi pour ça que votre collègue Isabelle Santiago a même reconnu à Madame Vautrin d'être le vrai pilote dans l'avion et de mettre tout son poids dans la protection de l'enfance. C'est pour ça qu'une loi arrive, c'est pour ça que les décrets sortent, Madame Maximi. Donc moi je suis comme vous désespérée de voir qu'il y a encore autant de violences et autant d'enfants qui subissent aujourd'hui de la prostitution et que on essaye de lutter, d'y répondre, de soutenir les associations qui font des maraudes physiques et numériques. Mais Madame la députée, pour le coup, moi je veux bien partager la colère, mais il faut reconnaître que chacun a un bout de levier. Bien sûr que la mobilisation, elle doit être collective. Donc
les collectivités, les départements, les associations, la responsabilité des parents, la responsabilité des 2 parents qu'on peut engager et la prévention initiale. Et donc c'est exactement ce que je fais. Maintenant, si vous attendez de moi juste un fil Twitter, Madame la députée, c'est vrai, je ne communique pas sur tout. C'est exactement ce que vous avez signifié au début de votre question. Mais c'est tellement vrai. Regarde cette citation. Elle a été écrite en 43 avant Jésus-Christ. Et il t'avait déjà expliqué comment marchait la société. Mais nous, on dirait on ne le voit pas ou on l'a oublié. Regarde, le pauvre travaille et travaille. Le riche exploite les pauvres. Le soldat protège les 2. Le contribuable paye pour les 3. Le banquier vole les 4. L'avocat trompe les 5. Le médecin facture les 6. Le voyou effraie les 7. Le politicien vit heureux grâce aux 8. Mais c'est tellement vrai. En fait, faut être politicien pour être au maximum de ta vie. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prendre l'argent que tu veux. Il t'arrivera jamais rien. Tous les autres là, vous faites des dingueries, vous avez des problèmes. Le politicien, lui, il a jamais de problème. Vous avez juste à regarder Nicolas Sarkozy. Le gars, il a niqué les 8 là, et il est encore dehors. Et c'est tellement vrai. Benjamin Netanyahu akiwa katika vikao vya Umoja wa Mataifa, na tunaona watu wakitoka nje wakiashiria kwamba hawataki kumsikiliza. Inavyoonekana ni kutokana na sera zake juu ya Gaza pamoja na shambulizi la Iran.